Et si la stabilité que l'on glorifie n'était, en vérité, qu'un masque poli pour dissimuler la soumission? Cette question dérange, mais elle hante chaque recoin où l'histoire officielle baisse les yeux. Voici le Burkina Faso, pays de contradictions, perdu dans la poussière rouge de l'Afrique de l'Ouest, trop souvent ignoré des projecteurs occidentaux. Ici, la pauvreté n'a pas brisé la colonne du peuple. Malgré la misère, malgré les multiples coups d'État, les Burkinabés se sont toujours relevés. L'humiliation n'a jamais été admise comme destin, et la dignité a survécu là où d'autres auraient plié. Dans cette tourmente surgit un visage inattendu, le capitaine Ibrahim Traoré. À tout juste 34 ans, silhouette droite, regard sombre, il se dresse au cœur du chaos. Pour les observateurs pressés, ce n'est qu'un nom de plus, une figure interchangeable de cette instabilité africaine, que l'on commente distraitement à Paris ou à New York. Mais derrière les titres simplistes de « coup d'État », se dessine une autre histoire. Et si ce bouleversement n'était pas seulement une lutte de pouvoir? Et s'il s'agissait plutôt du cri d'un peuple refusant de rester prisonnier d'un système qui l'étouffe, l'appauvrit, l'empêche de choisir son avenir? L'enjeu dépasse de loin les frontières du Burkina Faso. Il s'agit de la liberté même, celle de choisir son destin, de refuser la dignité vendue au rabais pour une sécurité promise par d'autres. Perdre ce choix, c'est condamner tout un peuple à vivre courbé, et c'est peut-être nous rappeler que la soumission, qu'elle soit politique ou intime, n'est jamais anodine. Pour comprendre pourquoi le Burkina Faso a tout risqué sur ce pari incertain, il faut remonter aux racines profondes du mal, à l'héritage de Thomas Sankara, à la mémoire d'une révolution trahie et à la crise longtemps tapie sous la cendre. Pour saisir ce qui a mené le pays au bord du gouffre, il faut revenir à une époque où l'espoir semblait encore possible. Là commence la véritable histoire, celle d'un rêve brisé et d'une colère qui ne demande qu'à renaître. Comment un pays aussi gorgé d'or peut-il encore marcher pieds nus? Cette question, à la fois brutale et poignante, résume le paradoxe burkinabé. Des terres pleines de trésors, une histoire impériale, mais une pauvreté tenace qui ne dessert jamais son étreinte. Le Burkina Faso, jadis centre des fiers royaumes Mossi, n'a jamais manqué ni de ressources ni d'orgueil. Pourtant, l'indépendance, conquise à coups d'espoir, a vite laissé place à la désillusion. Le peuple, autrefois bâtisseur d'empire, s'est vu dépossédé de son destin par des accords scellés loin de ses regards, sous l'influence de mains étrangères ou locales, mais toujours distantes de sa réalité. À la fin des années 80, une voix s'est élevée, claire et intransigeante. Thomas Sankara, jeune capitaine au regard incandescent, a rêvé d'une révolution du quotidien. Il prônait la souveraineté alimentaire, la dignité, la lutte contre la corruption. Il voulait que le Burkina Faso mange ce qu'il cultive, porte ce qu'il tisse. Il bousculait les symboles, refusait les costumes pour la tenue traditionnelle. Mais son projet, trop radical, a été fauché net. 4 années à peine, la révolution a été écrasée par les balles et les trahisons. Sankara, devenu mythe, a laissé un vide immense. Après sa chute, un silence lourd s'est installé. Les présidents ont défilé, costumes impeccables, discours solennels. Mais sous les dorures, la même rengaine, la richesse pour une poignée, la misère pour la multitude. À Ouagadougou, on signe, on parade. Mais dans les campagnes, la terre se meurt, les rêves s'éteignent. Ce piège, tissé lentement, repose sur l'ingérence continue des puissances extérieures, sur des contrats miniers et militaires négociés dans l'ombre, sur une élite obsédée par ses privilèges. L'or quitte le sol, traverse les frontières, mais le peuple ne reçoit que des miettes. Prenons un exemple concret. En 2020, le Burkina Faso a exporté plus de 40 tonnes d'or, représentant des milliards de francs CFA. Pourtant, dans les villages aurifères du Nord, les habitants vivent dans des abris de fortune, sans accès à l'eau potable ni à l'électricité. Des sociétés minières étrangères contrôlent l'extraction, emploient peu de Burkinabés et rapatrient l'essentiel des profits. Dans le village de Karma, par exemple, la mine voisine a creusé des trous béants, emportant la nappe phréatique, laissant derrière elle une terre stérile et des maladies respiratoires. Les écoles ferment,
les jeunes partent vers la capitale ou l'exil. Progressivement, un autre fléau s'est abattu, la crise sécuritaire. Depuis bientôt 10 années, la menace djihadiste a contaminé les marges du pays. Les écoles ferment, les marchés brûlent, des milliers de familles fuient, abandonnant derrière elles des villages déserts. L'État chancelle, impuissant. L'armée, mal équipée, mal payée, tente de retenir un territoire qui s'effrite. La population, elle, se sent trahie, oubliée. Fermer les yeux sur ce contexte, c'est accepter la version officielle, croire que la pauvreté est une fatalité, que la violence n'est qu'un hasard. C'est ignorer que ce drame est le résultat d'un enchaînement de choix ou d'aveuglements collectifs, imposés ou subis. Mais alors, pourquoi tout a-t-il basculé en 2022 ? Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres, loin des caméras, dans l'ombre des discours rassurants ? Pour le comprendre, il faut plonger au cœur de cette année charnière, décrypter les signaux faibles et les gestes désespérés. C'est là qu'émerge un nouveau visage, celui du capitaine Ibrahim Traoré. Pourquoi, malgré la présence de forces étrangères puissantes, l'ennemi avance-t-il toujours au Burkina Faso ? Cette question obsède les soldats, mais aussi les familles déplacées, impuissantes. Sous les discours officiels de lutte contre le terrorisme, la vérité est plus brutale. En quelques années, le pays a perdu près de 40% de son territoire. 40%. Ce chiffre signifie des centaines de villages effacés, des millions de vies jetées dans l'incertitude. Sur la ligne de front, les soldats burkinabés luttent non seulement contre l'ennemi, mais contre la faim et l'abandon. Leurs rations sont épuisées. Ils survivent grâce aux feuilles et aux racines de la brousse. Les routes sont truffées d'explosifs. Aucun convoi n'arrive. L'appui aérien promis reste un mirage. À Djibo, ville encerclée, des militaires ont tenu des semaines entières, sans pain ni eau potable. Leurs appels à l'aide s'éteignaient dans l'indifférence ou se perdèrent dans la paperasse. Prenons le cas de la ville de Djibo, assiégée pendant plusieurs mois. Les camions de ravitaillement étaient régulièrement attaqués ou bloqués. Les habitants, pris au piège, ont survécu en mangeant des feuilles de Nîmes et en buvant l'eau rare des puits. Des enfants sont morts de déshydratation. Des personnes âgées n'ont pas survécu à la faim. Les ONG internationales, bien présentes sur le papier, ont souvent été contraintes de suspendre leurs activités, incapables de franchir les barrages imposés par les groupes armés. Les écoles sont restées fermées toute l'année, privant une génération entière d'éducation. Comment le pays a-t-il sombré aussi bas ? Officiellement, le Burkina Faso bénéficie de partenariats de sécurité avec des puissances étrangères. Sur le papier, ces accords garantissent des bases, des drones, du renseignement, de la formation. En réalité, ces traités imposent des limites invisibles. L'armée n'a pas le droit d'acquérir certains équipements, ni d'utiliser librement le ciel burkinabé, ni même de choisir ses alliés. Toute velléité d'indépendance se heurte à des clauses secrètes, fixées loin des regards, loin des villages qui brûlent. Ce système fabrique une illusion d'ordre. Pour la communauté internationale, tout semble sous contrôle. Les partenaires occidentaux sont là, les cérémonies se multiplient. Mais sur le terrain, cette stabilité est une prison. Le Burkina Faso dépend de décisions extérieures, incapable de défendre son peuple sans autorisation. Derrière les discours sur l'aide et la coopération, c'est une dépossession organisée qui se joue. La souveraineté et les ressources nationales se négocient contre des promesses creuses. Face à cette impasse, une silhouette se détache. Ibrahim Traoré. Capitaine, 34 ans à peine, il refuse de suivre le scénario imposé. Continuer comme avant, pour lui, c'est accepter la disparition du pays, l'effacement de l'État, l'humiliation sans fin. Il décide de rompre, quitte à affronter seul le chaos, quitte à exposer son peuple à la disette, à l'isolement, à la destruction. C'est un pari insensé, où tout peut se perdre, ou se sauver. Mais défier l'ordre établi, c'est aussi provoquer la colère des puissances déchues, risquer sanctions, représailles, voire la guerre. La société burkinabé se retrouve au bord du gouffre. Poursuivre la survie sous tutelle ou tout risquer pour reprendre sa dignité. Mais ce choix ne se limite pas aux hautes sphères. Il s'insinue dans chaque village, chaque famille, chaque conscience.
À quoi ressemble la vie quotidienne sous la menace, quand chaque geste devient un acte de résistance ou de survie? Que faire lorsque l'aide se transforme en chaîne? Faut-il se contenter de survivre sous perfusion ou oser se libérer, quitte à tout risquer? Le Burkina Faso a tranché, et ce choix radical a secoué le monde entier. Première onde de choc. Expulser les forces françaises. Rompre les alliances diplomatiques héritées. 60 années de tutelle postcoloniale balayées d'un revers. Plus un seul soldat étranger dans Ouagadougou. Plus de conseillers tapis dans l'ombre des ministères. Mais brandir la souveraineté sans défense, c'est s'exposer nu. Face à la menace djihadiste, le pouvoir s'en remet à son peuple. Surgissent alors les volontaires pour la défense de la patrie. Enseignants, commerçants, éleveurs, tous s'arment, souvent sans formation ni uniforme. Chaque village devient une sentinelle, chaque citoyen un rempart fragile mais déterminé. Prenons le cas de la commune de Barsalogo. Ici, des femmes et des hommes, autrefois commerçants ou cultivateurs, ont suivi une formation de base en autodéfense. Ils patrouillent la nuit, signalent les mouvements suspects et ont déjoué plusieurs attaques grâce à leur vigilance. Les écoles sont rouvertes sous leur protection. Les marchés reprennent vie. Mais le prix à payer est lourd. Plusieurs volontaires sont tombés, victimes d'embuscades. Leur sacrifice est salué lors de funérailles sobres, où tout le village se rassemble pour honorer leur mémoire. Le véritable tremblement de terre, pourtant, se joue à l'échelle régionale. 3 pays, 3 histoires blessées s'unissent. Le Mali, le Niger et le Burkina fondent l'Alliance des États du Sahel. Pour la première fois, un axe autonome de résistance apparaît face aux pressions occidentales. Les frontières deviennent le symbole d'un refus collectif de dépendre. Ce rapprochement rappelle d'autres alliances historiques. Dans les années 60, l'Afrique de l'Ouest avait connu la Fédération du Mali, une tentative de construction d'un État fédéral entre le Sénégal, le Mali et la Haute-Volta, l'ancien nom du Burkina Faso. Cette expérience s'est soldée par un échec, miné par les pressions coloniales et les divergences internes. Aujourd'hui, l'Alliance des États du Sahel tente de tirer les leçons de ce passé, en privilégiant une solidarité militaire, économique et politique. Des exercices conjoints sont organisés, des plans de développement partagés sont élaborés. Mais la méfiance demeure, alimentée par les souvenirs de la désunion. La riposte extérieure ne tarde pas, gel des aides, sanctions économiques, campagne de désinformation. Le Burkina Faso doit réapprendre à vivre sans assistance, affronter la guerre psychologique et inventer une solidarité nouvelle au cœur de la tempête. La résilience s'inscrit dans les rues, les marchés, les champs. Partager un repas, protéger un voisin, devient un acte de courage politique. Des exemples concrets illustrent cette résistance. À Kaya, les femmes se sont regroupées en coopératives pour transformer le mil local en farine et en biscuits, vendus sur les marchés, générant ainsi des revenus malgré la fermeture des circuits d'exportation. À Gawa, des jeunes chômeurs ont créé une brigade de nettoyage des rues et de réparation des routes, redonnant espoir à une population fatiguée par l'abandon de l'État. Mais la route est minée. Les tensions internes s'exacerbent. Tentatives d'assassinat, méfiance, trahison. Pourtant, la société civile, portée par des groupes comme les Wayans, refuse la chute dans l'anarchie. Ces anonymes réparent les ponts entre l'État et le peuple, inventent de nouvelles formes de gouvernance locale. Le risque est abîmal. S'effondrer dans le chaos, ou bien, peut-être, forger un modèle inédit de souveraineté, baptisé par la douleur et le sacrifice. Le sort du pays tient à un fil. Chaque choix engage des vies, des familles, l'espoir d'une nation entière. Désormais, la survie se joue sur 2 fronts, nourrir et protéger. Mais à quoi ressemble la vie, chaque jour, sous siège? Quand l'autonomie devient nécessité vitale, comment s'organise-t-on pour tenir? Pour comprendre la réalité de cette résistance, il faut plonger dans le quotidien, là où chaque repas, chaque geste, devient un acte de survie et de défi. Peut-on vraiment survivre sans maître, sans tuteur, sans filet? Quand la terre vacille et que les repères s'effondrent, la souveraineté cesse d'être un simple mot. Elle devient une question de vie ou de mort.
Au Burkina Faso, la première riposte fut agricole. Sur tout le territoire, une mobilisation agro-pastorale s'est déployée. Les soldats ont troqué parfois le fusil pour la houe. Dans le nord sahélien, on les a vus bâtir des barrages de fortune, défricher des hectares de brousse, semer le mil. Ces récoltes, fruits de la terre burkinabé et de l'effort collectif, posent un acte fondateur. Manger ce que l'on a cultivé, nourrir sa propre armée, recouvrer la dignité perdue. À Dédougou, un projet de champ de la résistance a vu le jour. Les femmes, épaulées par des soldats, cultivent le sorgho et le niébé sur des terres auparavant abandonnées à cause de l'insécurité. En un an seulement, les récoltes ont permis de nourrir plus de 300 familles et d'approvisionner les cantines scolaires. Ce modèle inspire d'autres villages qui lancent des initiatives similaires, stockage collectif des vivres, mise en place de potagers solidaires, troc de semences. Mais la souveraineté ne germe pas que dans les champs. Sous la houlette du capitaine Traoré, le Burkina Faso a osé l'impensable, la nationalisation de l'or. Le métal précieux, qui partait jadis vers Dubaï ou Paris, doit désormais enrichir le peuple. Une raffinerie nationale sort de terre. Pour la première fois, l'or burkinabé sera fondu, pesé, vendu ici, à Ouagadougou, sous le regard d'une nation debout. La réappropriation de l'économie va plus loin. Un fonds patriotique est créé. Des milliers de citoyens, jeunes, moins jeunes, versent volontairement à cette caisse commune. Le don citoyen, même modeste, n'est pas qu'un financement de guerre. Il est un serment collectif. Nous n'accepterons plus de vivre à genoux. Dans les quartiers populaires de Bobo-Dioulasso, des collectes sont organisées chaque semaine. On donne ce qu'on peut, un sac de riz, quelques pièces, du savon. Les enfants participent en dessinant des affiches de soutien aux soldats. Cette solidarité, loin d'être anodine, ressoude le tissu social. Les effets ne se font pas attendre. Dans l'ouest, au centre, des routes longtemps coupées par la peur sont rouvertes. Les villes, autrefois assiégées, reprennent vie. Des quartiers renaissent, les marchés s'animent, la vie civile retrouve un souffle. Surtout, un sentiment de dignité restaurée illumine les visages. Le peuple burkinabé n'attend plus son salut de l'extérieur. Mais l'histoire ne pardonne jamais l'oubli. Dans ce pari sur l'autonomie, une tentation surgit. Tout miser sur un seul homme. La personnalisation du pouvoir guette, l'autorité sans partage, le spectre des vieux démons, tyrannie, isolement, dictature. Les leçons du passé rôdent derrière chaque discours, chaque décision prise dans l'urgence. Face à cela, la jeunesse veille. Elle est connectée, informée, lucide. Son soutien n'est pas inconditionnel. Il se mérite, se questionne, se teste au quotidien. L'adhésion populaire n'est jamais un chèque en blanc. Elle exige transparence, confiance, résultat. Elle s'éprouve chaque jour. Regardons l'exemple du collectif Balai Citoyen, mouvement né il y a une dizaine d'années pour dénoncer les abus du pouvoir. Ce groupe organise des débats publics, surveille la gestion du fonds patriotique et n'hésite pas à interpeller le gouvernement sur les réseaux sociaux. Leur vigilance empêche toute dérive autoritaire, rappelant à Traoré et à ses proches que la souveraineté ne se bâtit pas contre le peuple, mais avec lui. Gagner la souveraineté, oui. Mais à quel prix? L'histoire du Burkina Faso rappelle qu'on peut tout reprendre en main, bâtir des écoles, ouvrir des routes, raffiner son or, et malgré tout, retomber dans le piège du pouvoir solitaire, ou s'enfermer dans une forteresse assiégée. Ici se joue la frontière fragile entre émancipation et répétition des mêmes tragédies. Pour éviter ce piège, certains proposent la création d'assemblées villageoises, où chaque citoyen peut s'exprimer sur la gestion des ressources et le choix des priorités. À Tenkodogo, une expérience pilote a vu le jour. Chaque mois, les habitants se réunissent pour décider de l'allocation du budget communal. Les conflits sont arbitrés collectivement. Les décisions sont affichées publiquement. Ce modèle, s'il se généralise, pourrait offrir un antidote à la centralisation du pouvoir. Mais la quête de dignité ne s'arrête pas là. D'autres épreuves attendent le pays, là où les victoires d'aujourd'hui dessinent déjà les dilemmes de demain. Et vous, feriez-vous le choix du confort de la cage
Ou oseriez-vous affronter la tempête pour sauver votre dignité? La question paraît simple, mais elle contient la tragédie de tout un peuple. Car l'enjeu au Burkina Faso n'est pas seulement celui d'un pays d'Afrique de l'Ouest. Il parle à chaque être humain, partout où la liberté se heurte à la peur de perdre. Au Burkina Faso, refuser la dépendance n'a pas offert la paix dès le premier jour. Le prix fut terrible. Incertitude, menaces, vie sacrifiée. Pourtant, ce choix révèle une vérité universelle. Décider d'écrire soi-même son histoire, c'est parfois accepter la solitude, le danger et la perte de tout sauf d'une chose: la dignité de marcher debout. Ibrahim Traoré, ce jeune capitaine de 34 ans, n'est pas une légende invincible. Il est simplement un homme que l'histoire a placé face à un carrefour dangereux. Son chemin, marqué par la violence et les doutes, incarne un refus, celui de troquer la souveraineté contre des promesses creuses, celui de signer des pactes dictés de l'extérieur. Oublier la leçon, c'est accepter d'être mené sans jamais choisir. C'est laisser d'autres décider à notre place et perdre ce qui fait notre humanité. La force de dire non, la capacité de rêver plus grand, le courage de tenter l'impossible. Se souvenir, c'est garder vivante cette braise. La possibilité du refus, même quand tout semble perdu. Aujourd'hui, la souveraineté ne se limite pas à l'Afrique. Dans un monde saturé de solutions toutes faites, où l'on troque volontiers la liberté pour un peu de sécurité, l'histoire du Burkina Faso nous interpelle tous. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour rester debout? Pour quelle promesse de tranquillité sommes-nous prêts à nous soumettre? Peut-être est-ce là le vrai prix de la souveraineté, la solitude du choix, l'effroi de l'inconnu, mais aussi la joie immense d'avoir osé tracer sa propre route. Refuser d'être prisonnier d'une histoire écrite ailleurs. Affronter la tempête, parfois, simplement pour se sentir vivant. Pour ceux qui cherchent à s'inspirer de cette trajectoire, il existe des étapes concrètes à suivre. Premièrement, renforcer l'éducation citoyenne. Apprendre à chaque enfant l'histoire de son pays, les mécanismes du pouvoir, l'importance de la participation démocratique. À Wahigouya, une école pilote intègre dans son programme des ateliers de débat et d'analyse critique de l'actualité. Les élèves, dès l'âge de 10 ans, apprennent à argumenter, à questionner, à proposer. Deuxièmement, encourager la création d'entreprises locales et de circuits courts. À Fadan Gourma, un groupement d'agriculteurs a réussi à lancer une marque de jus de mangue 100% burkinabé, vendue dans tout le pays. Cette réussite réduit la dépendance aux importations et crée des emplois durables. Troisièmement, bâtir des réseaux de solidarité régionale. Les coopératives féminines du Burkina échangent leur savoir-faire avec celles du Mali et du Niger, organisant des foires et des séminaires communs. Cette dynamique tisse des liens qui résistent mieux aux chocs extérieurs. Enfin, promouvoir la transparence et la reddition de comptes à tous les niveaux de l'administration. Un portail numérique, lancé à Ouagadougou, permet désormais aux habitants de signaler anonymement la corruption ou l'abus de pouvoir. Des commissions citoyennes vérifient chaque signalement et les sanctions sont rendues publiques. Si ce récit vous a touché, si vous pensez qu'il est vital de questionner nos certitudes, alors soutenez les voix indépendantes. Likez, commentez, partagez. C'est ainsi que nous pourrons garder ouvertes les fenêtres sur d'autres vérités, loin des discours imposés. Le Burkina Faso n'est ni sauvé ni perdu. Il avance, à sa manière. Et chacun de nous, où qu'il soit, porte en lui cette question. La sécurité de la cage ou la liberté de la tempête? Le choix revient à ceux qui ont